Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, après 5 ans en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Union européenne quitte le pays. Job von Kirchmann était chez le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Le diplomate s'est réjoui de la coopération et s'est dit confiant quant à la suite des bonnes relations. Il a aussi salué la convergence de vues sur plusieurs sujets dans le monde. Et les 49 soldats ivoiriens retenus au Mali, la Côte d'Ivoire reste aux côtés de ces hommes. Le chef d'état-major général des armées dit suivre cette affaire avec une attention particulière. Il a rassuré les familles de ces militaires. Lassina Doumbia a donné des nouvelles de ces soldats et appelle à rester confiants. Ils vont bien et les discussions avancent. Le développement suit son cours dans les localités de l'intérieur du pays. 4 villages dans la région du Nzi sont raccordés au réseau électrique national. C'est le président du conseil régional qui a procédé à la mise sous tension. Ces moments d'accès à la lumière sont évidemment un motif de joie et de réjouissance dans le département de Dimbokro. Et puis en Éthiopie, au moins 4 morts et 9 blessés à Mekele, la capitale du Tigré. Selon les autorités locales, c'est le bilan d'une frappe aérienne du gouvernement fédéral. Des accusations réfutées par Addis Abeba qui assure ne viser que des sites militaires. Ce retour de la violence a mis fin à 5 mois de trêve. On démarre ce tour de l'actualité avec cette rencontre au palais de la présidence. Le vice-président de la République a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Job von Kirchmann est en fin de mission dans le pays. Timoko Melie-Kone et le diplomate ont évoqué la coopération avec l'Union européenne. Le reportage de Viviane Haïmé. En fin de mission, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Job von Kirchmann, a été reçu ce vendredi 26 août au palais présidentiel par le vice-président de la République, Kone Timoko Melie. L'ambassadeur Job von Kirchmann, qui est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire après avoir conduit durant 5 années la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux et confiant en la poursuite des excellentes relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parcouru les grands chantiers et on a constaté que de plus en plus l'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'alignent sur les grands enjeux au monde. Et je peux dire la durabilité, par exemple, qui est en jeu en Europe, mais aussi en Côte d'Ivoire. La protection de l'environnement, la production de l'énergie, la sécurité, mais avant tout, les valeurs qui créent nos sociétés respectives. Parce que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, défend les valeurs qui sont des valeurs universelles. Et donc, quand je quitte dans quelques jours la Côte d'Ivoire, je quitte un pays qui est un vrai ami, un vrai partenaire et qui a trouvé son chemin dans mon cœur. Comme j'ai dit souvent, un pays auquel je suis très attaché. Et donc, en partant aujourd'hui avec monsieur le vice-président, on disait on fait un pacte je vais revenir de temps en temps. Et ce que je voulais faire de toute façon, parce que c'est difficile de quitter des amis et ne pas les revoir. C'est depuis septembre 2018 que l'ambassadeur Job von Kirchmann était à la tête de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre est arrivé ce vendredi en fin de journée à Tunis. Patrick Hachi prend part à la 8e conférence internationale de Tokyo, la TICAD. Il a été reçu par son homologue tunisien et a eu une rencontre ensuite avec le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. Ce rendez-vous, la TICAD, va permettre d'aborder les sujets comme la reprise économique mondiale, la digitalisation et l'économie verte. La rencontre permettra de donner un coup d'accélérateur à plusieurs projets ivoiro-japonais, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé, l'industrie ou encore l'agriculture. Rappelons que la TICAD est initiée par le gouvernement japonais en 1993 pour le développement du continent africain. La secrétaire générale de la francophonie est en visite en Côte d'Ivoire. Louise Mushikiwabo s'est rendue à Yamoussoukro. Elle a salué la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Elle a relevé les actions et la vision d'un homme qui a œuvré au développement de son pays et de l'intégration africaine. Le reportage de Kader Sogodogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, est accueillie par le ministre-gouverneur.
Augustin Thiam, également chef canton des Acouins, dont le nom de règne est Nana Boigny Ndri III. C'est en compagnie de la ministre de la Culture et de la Francophonie et d'une forte délégation que les civilités seront présentées à l'ensemble des têtes couronnées Acouais avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président ivoirien. Un détour par la chapelle et une visite guidée de certains compartiments où Félix Houphouët-Boigny vivait. Ce remémoré Félix Houphouët-Boigny, c'est également relever la vision futuriste de l'homme. Ce qui est frappant pour moi, c'est l'ambition. Un chef d'État qui, à son époque, avait une grande ambition pour son pays, qui voyait beaucoup plus loin que beaucoup d'autres dirigeants et qui tenait beaucoup à son peuple. On nous a parlé de ses initiatives concernant l'éducation des jeunes. C'est un homme, je pense, qui avait anticipé l'avenir déjà à son époque. Un leader pour toute l'Afrique. Ce qui m'inspire beaucoup sur le plan personnel, c'est le soin avec lequel fait le président s'occuper de ceux qui l'entourent, de ceux qui sont au service de l'État et la manière de gérer le pays au-delà de la Côte d'Ivoire, même par ses amitiés à travers l'Afrique, à travers le monde. De nationalité rwandaise, la secrétaire générale de la francophonie a également choisi la Côte d'Ivoire pour ses vacances. Elle a de la famille et de nombreux amis dans le pays. Et à une centaine de kilomètres de Yamoussoukro, plus au nord, nous sommes dans le département de Bouaké. Là-bas se trouve l'École nationale des sous-officiers d'actifs. C'est à l'ENSOA que s'est tenue la cérémonie de présentation au drapeau de 717 agents des affaires maritimes et portuaires. Ils viennent d'achever 2 mois de formation commune de base. Le reportage de Léon Brou. Premier défilé militaire des nouvelles recrues des affaires maritimes et portuaires, 717 dont 113 femmes et 7 officiers. Elle compose la 11e promotion des soldats de l'économie maritime. Ce défilé pour montrer des savoir-faire fondamentaux couronne 2 mois de formation commune de base et signe l'intégration de ces agents au corps militaire, d'où leur présentation au drapeau. Il est officier et sous-officier de la 11e promotion. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Avec le commandant école pour exhorter ses agents maritimes et portuaires à la discipline, à la probité, à l'abnégation au travail et au respect de la hiérarchie, le commandant des écoles et centres de formation, représentant le chef d'état-major général des armées et le directeur général des affaires maritimes et portuaires. Servir loyalement la patrie avec dévouement dans la discipline doit être votre raison d'être. Vous devrez prioritairement faire passer les consignes et l'intérêt de l'État. La symbolique de passage au drapeau est le signe de soumission et d'abandon de soi au profit de la nation. Le métier que vous venez d'embrasser exige générosité, probité, sens de l'honneur et conscience professionnelle. Je voudrais vous inviter à vous inspirer pleinement des anciens qui ont écrit l'histoire de cette institution, ceux qui ont payé de leur vie leur engagement à servir l'État. Objectif, sécurisation des eaux et défense nationale. La tutelle plaide surtout pour l'amélioration de la contribution de l'administration des affaires maritimes à l'économie nationale. La contribution de l'administration maritime et portuaire à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Elle participe à environ 90% du trafic maritime et portuaire et contribue considérablement au budget national. Un tel positionnement nécessite que vous redoubliez d'efforts. Vous hissez haut les affaires maritimes et portuaires. Leur formation militaire achevée, ces 717 nouveaux agents abordent la formation académique liée aux attributions spécifiques de l'administration maritime et portuaire, à savoir définir et gérer la politique maritime.
Et la Côte d'Ivoire qui n'oublie pas ses 49 soldats retenus au Mali. Le chef d'état-major général des armées dit suivre cette affaire avec une attention particulière. Il a rencontré les familles de ces militaires. Lassina Doumbia a donné des nouvelles de ces soldats. Il appelle à rester confiant puisque les discussions vont bon train. Des détails avec Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, rassure les parents des 49 militaires ivoiriens retenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Ils vont tous bien et tout est mis en œuvre là-bas à Bamako pour que l'ambassade puisse leur rendre visite. Pour l'heure, en tout cas, il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur santé, sur leurs conditions de détention. Ils vont bien et leur moral est haut. Il y a eu aussi l'information relative à la mise sous mandat de dépôt, qui a dû certainement vous ébranler. Mais je voudrais vous rassurer, cette décision n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Et ces négociations avancent bien. Le chef d'état-major général des armées les invite par ailleurs à la vigilance et surtout à faire confiance à leurs autorités. Je voudrais vous demander de ne pas commercialiser notre douleur, de ne pas donner l'occasion à des opportunistes malveillants de s'en servir, de la manipuler à d'autres fins. Je voudrais donc féliciter pour leur loyauté toutes ces familles qui ont rendu compte des contacts pris avec elles par des personnes sans lien avec la hiérarchie militaire et dans les propos desquels elles ont vite perçu des mauvaises intentions. Restons soudés, restons solidaires, évitons les démarches solitaires, évitons surtout de poser des actes qui pourraient compromettre les initiatives en cours. Rassurés, les parents, époux et épouses des militaires ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, au gouvernement et à la haute hiérarchie militaire pour tous les efforts déployés pour un dénouement heureux de cette situation. Je vous prie de transmettre les remerciements des 49 familles au président de la République. Nous sommes avec lui, nos prières l'accompagnent. Soyons vigilants. La situation de nos vaillants soldats au Mali est devenue un véritable fonds de commerce pour certains. C'est devenu aussi une arène de lutte et de positionnement politique pour d'autres. Alors il faut que nous qui sommes concernés, nous sachions dissocier le vrai du faux. Nous n'avons qu'une seule porte d'entrée dans cette situation. Et la porte d'entrée qui est restée toujours ouverte, c'est celle de l'état-major. Le chef de l'État Alassane Ouattara a remis à chaque famille une enveloppe de 500 000 francs CFA pour les aider à préparer la rentrée scolaire. Voici le communiqué, le contenu de ce communiqué du procureur de la République. Depuis le 19 août 2020, Dame Pulchéry Edith Balé, subdisant membre de la société civile, est poursuivie pour des faits d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à un mot d'ordre de désobéissance civile. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, elle a bénéficié le 28 avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Le 27 juillet 2022, Dame Pulchéry Balé s'est rendue au Mali, où elle a rencontré certaines personnalités. À son retour en Côte d'Ivoire, le 3 août 2022, elle a été interrogée par les agents enquêteurs sur les motifs de son voyage. Elle a gardé le silence devant toutes les questions qui lui ont été posée. Dame Pulchéry Balé était par la suite remise en liberté. Quelques jours plus tard, elle se lançait dans une véritable campagne de dénigrement de l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention de 49 de nos militaires au Mali. Les faits susmentionnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal sous les chefs d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public et de diffusion de nouvelles fausses de nature a entraîné une atteinte au moral de la population. Dame Pulchéry Balé a en conséquence été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire
judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est fait à Abidjan le 26 août 2022. C'est signé le procureur de la République d'Abidjan, Adou Richard Christophe. Et le 9 août dernier, un accident de la circulation survenu sur l'axe Toumoudi-Oumé. Le bilan donne 5 morts et un blessé grave. Toutes les victimes sont originaires du même village, Nguessambakro, dans le département de Djekanou. La ministre de la Solidarité exprime la compassion du gouvernement. Elle verra avec Kader Sogodogo un soutien apporté aux familles endeuillées et aux blessés. Nguessambakro, la tristesse et la consternation se lisent sur les visages. Revenant de Toumoudi. Suite à un accident de la circulation, 5 ressortissants du village allaient perdre la vie, un autre dans un état critique. C'est donc pour marquer sa solidarité aux familles endeuillées et aux blessés que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a, au nom du gouvernement, remis un soutien de 2 millions de francs CFA. Au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, dire les sincères yako au peuple de Nguessambakro. Les dons ont été remis aux familles par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. La solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers même son programme de cette Côte d'Ivoire solidaire, à laquelle il tient particulièrement, cette solidarité ne trie pas. Ne trie ni campement, ne trie ni village, ne trie ni commune, ne trie ni département, ne trie ni district, et encore moins conseil régional. Ce sont tous les habitants de Côte d'Ivoire qui sont concernés par cette solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un soutien bien apprécié. J'ai perdu mon mari. Il y a beaucoup de gens. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au cours de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi a offert la somme de 1 100 000 francs CFA. Elle a ensuite rendu visite aux seuls rescapés de l'accident. Sur place, elle a donné des instructions fermes pour son évacuation dans un hôpital spécialisé pour une meilleure prise en charge. Attention et prudence donc sur les routes et concernant justement les infractions, on voit la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le recouvrement. Les forces de sécurité, les transporteurs, les autorités judiciaires et les usagers de la route sont impliqués. L'amende forfaitaire dont nous parle Kwadio Kwame. L'amende forfaitaire est une sanction pécuniaire qui frappe l'auteur d'une contravention. Contravention définie comme étant l'infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois et d'une amende inférieure ou égale à 360 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines. En plus des ressources fiscales, il y a les recettes non fiscales que l'État se donne les moyens de mobiliser. Mais pour ce faire, il faut que tous les différents partenaires qui sont engagés dans ce processus soient utilement informés pour que chacun sache sa responsabilité et la nature des différentes infractions et les contraventions qui vont avec. Le premier responsable du Haut Conseil du transport terrestre exhorte la coopération des transporteurs à se conformer à la loi en vigueur. Tout faire pour que nous puissions éviter des comportements qui frisent l'incivisme sur les routes. Parce qu'en étant donc un délinquant routier, nous mettons la vie de nos populations en jeu. Mais nous nous réjouissons de voir aujourd'hui que la tendance commence à être à la baisse parce que la stratégie nationale de la sécurité routière déployée par le ministère des Transports commence à porter ses fruits. Le refus de paiement de l'amende forfaitaire expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Cette campagne nationale se déroule dans toutes les régions du pays. L'université Nangui-Abrogwa et l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny signent un accord cadre de coopération. Ces 2 centres de formation veulent mutualiser leurs efforts autour de plusieurs problématiques. L'enseignement, la recherche, la double diplomation et l'employabilité, ce sont les différents axes de cette entente. Serge Pacom Didi, Patricia Omouetia. L'université Nangui-Abrogwa et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny formalisent leur collaboration avec la signature d'un accord cadre de coopération.
Cela pour répondre aux souhaits du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, encourage une collaboration franche entre les universités et les grandes écoles. Cet accord cadre répond d'une part à l'objectif, à la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour l'INPHB qui est historiquement en collaboration avec l'université d'Anguilla-Brogua, de par des activités de recherche communes et même également par des activités d'enseignement avec des échanges de professeurs, se voit aujourd'hui impliqué dans une collaboration formelle par la signature de cet accord cadre, de cette convention avec l'université d'Anguilla-Brogua. Cet accord de coopération porte sur 2 axes, l'enseignement et la recherche. Par ce partenariat, les responsables des 2 établissements veulent élargir le champ de leur collaboration, notamment une double diplomation entre les 2 universités et la question de l'employabilité des diplômés. Avec l'accord cadre, nous organisons mieux la collaboration que nous menons. Cela nous permettra donc d'approfondir, tant en matière d'enseignement que de recherche, notre collaboration. Parce qu'effectivement, nous allons sur des thématiques bien précises, avec des équipes qui sont connues au niveau des 2 structures. Donc nous travaillons sur des domaines que nous arrêtons d'un commun accord. La filière du médicament, la biologie, la chimie, la science de la terre, les industries sont entre autres les secteurs concernés par cet accord cadre de partenariat. Et on s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Voici les chiffres de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 17 nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et 0 décès à la date du 26 août 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 86 577 cas confirmés, dont 85 706 personnes guéries, 817 décès et 54 cas actifs. Au total, 18 265 949 doses administrées contre la Covid-19. Je vous emmène dans la région du Nzi. Le développement suit son cours dans le département de Dimbokro. 4 villages sont raccordés au réseau électrique national. C'est le président du conseil régional qui a procédé à la mise sous tension. Ces moments d'accès à la lumière sont évidemment un motif de joie et de réjouissance. On le voit avec Godefroy Okambawa. Après plus de 60 ans d'attente, Totokro, Tanoakakro, Bokabo et Ndokwasikro, 4 villages du département de Dimbokro sont connectés au réseau électrique national. En appuyant ce bouton pour jaillir la lumière des lampadaires, Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional d'Unzi, répond à une préoccupation majeure des populations. Vraiment, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de voir ce beau village qui m'a accueilli depuis mon enfance, sorti de l'obscurité. Relevant l'impact de l'électrification des villages, Kofi Nguessan Lataï a encouragé les jeunes et les femmes à saisir cette opportunité pour créer des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Nous mettons les structures et les infrastructures à la disposition de nos parents. La tribu Asika, 2018, c'était le seul village à Sikakabo qui avait l'électricité ici. Mais aujourd'hui, tous les villages ont l'électricité. C'est ça ce qui est réel. Dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations, Kofi Nguessan Lataï a procédé également à la remise des clés d'une maternité, d'un logement de sage-femme et d'une ambulance au village d'Asika Kayabo, dans le département de Bokanda. On a un hôpital, mais on n'a pas maternité. Dieu nous a fait grâce. Notre ministre Lataï nous a envoyé maternité. Donc aujourd'hui, c'est notre joie. C'est une grande joie pour nous qu'on a eu maternité. Avec ces infrastructures, le conseil régional d'Unzi accompagne les actions en termes de développement engagées par le gouvernement. Kofi Nguessan Lataï appelle à l'union et surtout à soutenir le président de la République Alassane Ouattara dans son plan de développement pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes maintenant dans la région de l'Anawa. Après lundi, ce lundi 9 août, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité va procéder à l'inauguration du tout premier commissariat de Meyagui, une ville qui attend depuis bien longtemps. Les populations, évidemment, sont impatientes. Avant l'arrivée du ministre Wagonde Diomandé, le préfet du département de Meyagui a effectué une visite sur le site. Khalil Diomandé, c'est Forazegui.
Le système sécuritaire de la ville de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, reçoit un coup de boost. Ce lundi 29 août, le tout premier commissariat de police de cette localité sera mis en service pour le grand bonheur des populations. Avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'inauguration, Jacques Atri Kwaku, préfet du département de Méagui, officie une visite dans l'édifice pour s'assurer de la bonne marche des travaux d'embellissement. Il rassure par ailleurs quant à la mobilisation des forces de l'ordre pour la réussite de l'événement. Vous voyez tous les responsables des différentes unités de gendarmerie derrière moi. Nous venons de sortir d'une réunion pour sécuriser vraiment l'événement. La ville de Méagui, véritable pôle économique du fait de la culture du cacao et de l'EVA, est en proie à diverses formes d'insécurité. Entre autres, vols à main armée, viols et braquages. Les populations dans toutes leurs composantes affichent leur joie d'accueillir l'infrastructure. À cause de l'insécurité, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire la nuit, surtout nous les transporteurs. Les passagers qui arrivent tard la nuit, ils ont du mal à rentrer chez eux à la maison. Donc du coup, ils sont obligés de dormir à la gare. L'arrivée de la police, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je suis une vendeuse de garba. Vraiment, nous sortons vers les 4h, les 5h, mais vraiment, nous avons la peur au ventre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons eu la police. C'est une grande joie pour nous et nous remercions vraiment le président de la République. Alors j'invite la population à sortir hommes, femmes, jeunes pour réserver un accueil au ministre qui vient pour nous remettre cet instrument de sécurité. Le commissariat de Méagui est bâti sur une superficie d'1 hectare et comptabilise plus de 30 bureaux. Allons dans la région des Grands Ponts avec l'enseignant Bakayoko. La génération à Brimant du Léboutou s'est rassemblée. Une rencontre pour parler de cohésion sociale et de solidarité. Ses membres veulent renforcer les liens pour bâtir la localité. Avec ses 15 000 membres issus des 33 villages de Dabou, l'objectif de la génération à Brimant est de cultiver la solidarité, l'union et la cohésion sociale, gage du développement du département. Selon le président Yannick Nomel, les divergences idéologiques, politiques et religieuses ne devraient pas constituer un frein à la volonté de développement de Dabou, terre de brassage et de culture. Nous sommes en quête perpétuelle donc de cette fraternité et de cette stabilité-là. Et je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous démarrons quelque chose, nous continuons quelque chose que nous avons pris il y a de cela quelques mois. Et avec l'appui des uns et des autres qui mettront de leur sien, nous espérons véritablement que nous pourrons triompher des divisions, des palabres pour nous mettre ensemble. La génération à Brimant a promis de mener à terme les projets en cours, notamment la mise en place des coopératives de production de manioc et d'aviculture. La génération à Brimant est l'une des 7 classes d'âge de la société traditionnelle Adjoukrou, composée d'hommes et de femmes nés entre 1973 et 1983. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Algérie ce vendredi. Le président français s'est rendu ce matin au cimetière européen de Saint-Eugène, dans la banlieue de la capitale. Il a notamment rendu hommage aux soldats français morts lors de la colonisation. Emmanuel Macron appelle à regarder le passé avec courage. Il a expliqué à nouveau que la création d'une commission mixte d'historiens va travailler sur la colonisation de 1830 jusqu'à la guerre de libération. En Éthiopie, la capitale de la province du Tigré, Mekele, a été visée ce vendredi. Selon les autorités locales, c'est une frappe aérienne du gouvernement fédéral. Au moins 4 morts, dont 2 enfants et 9 blessés. Des accusations réfutées par Addis Abeba, qui assure ne viser que des sites militaires. Ce retour de la violence a mis fin à 5 mois de trêve. La reprise des combats inquiète la communauté internationale. De nombreux pays et organisations internationales, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne en tête, ont appelé à une cessation des hostilités et à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis 21 mois. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le sel a beau avoir du goût, le nez ne lui accorde aucune importance. Dieu le voulant, on se retrouve demain.